Bonjour et merci d'être venus aussi nombreux à nous suivre en ce moment-ci dans la grande salle des séances de l'Institut de France et derrière vos écrans en visioconférence pour un très grand nombre d'auditeurs. C'est d'abord en tant que membre de l'Académie des sciences morales et politiques que j'ai l'honneur d'introduire cette nouvelle conférence sociétale. Je tiens en premier lieu à remercier M. Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, et M. Xavier Darcos, chancelier de l'Institut de France, de nous recevoir en ces lieux. Ces conférences sociétales qui se tiennent à l'Institut de France sont le fruit du partenariat entre Sociétal, le média de l'Institut de l'entreprise, et l'Académie des sciences morales et politiques. Je remercie également les autres partenaires de Sociétal avec lesquels nous partageons l'ambition de ce partenariat et qui nous accompagnent pour ces conférences. L'Association des journalistes économiques et financiers, d'abord, dont je salue M. Emmanuel Cuny, son président, et Philippe Plassard, son vice-président. Newpolis, ensuite, un forum numérique qui réunit plus de 500 étudiants des plus grandes universités mondiales. Son président, Louis Lalanne, qui est également présent, est accompagné d'une quinzaine d'étudiants et d'étudiantes de grandes écoles que je salue, ainsi que celles et ceux de l'EFAP et de l'INALCO. Vous le savez, nous avons l'ambition d'analyser et d'éclairer le débat public afin de faire progresser la culture économique. Notre choix est résolument celui du débat qui résulte de la confrontation des expertises issues du monde académique et de celles des praticiens de l'entreprise. Nous nous efforçons aussi de décrypter l'actualité économique. Et c'est bien dans l'actualité brûlante que nous allons nous plonger ce matin, en traitant de cette question majeure qu'est l'inflation galopante qui frappe nos économies. C'est à mes yeux le sujet majeur. Il y a un an, dans la revue sociétale consacrée à la dette publique, j'alertais sur le caractère éphémère des politiques de facilité monétaire des banques centrales. Face au risque d'inflation, je considérais que tôt ou tard, elles auraient à changer de politique pour la maîtriser. Cette inflation, rappelons-le, est leur objectif essentiel. J'évoquais également le nécessaire appui des gouvernements par la mise en place de politiques budgétaires rigoureuses permettant de stabiliser très vite, puis de diminuer leurs appels au marché. Un an après, nous voilà en pleine spirale inflationniste. Pour aborder ce sujet, qui de plus qualifié que Jean-Claude Trichet, qui a été président de la Banque centrale européenne de 2003 à 2011. Il a eu la maîtrise de l'inflation comme principale mission et comme principal résultat. C'est Jean-Marc Daniel, le président de Sociétal, qui va nous présenter notre conférencier, mon confrère et ami Jean-Claude Trichet. Mais avant cela, je cède la parole à Antoine Frérot, qui est le président de l'Institut de l'entreprise. Aude de Casté, la directrice de Sociétal, nous rappellera ensuite brièvement quelques lignes et quelques règles pour la bonne tenue de cette conférence. Je vous remercie une nouvelle fois de votre présence et je passe la parole à Antoine Frérot. Merci, monsieur l'académicien, mesdames et messieurs les académiciens, mesdames et messieurs, chers amis. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'Académie des sciences morales et politiques, dont vous êtes ce soir, cher Michel, le représentant, et qui nous accueillait chaque semestre pour une conférence sociétale dans ce lieu prestigieux.
Merci également pour vos propos d'introduction sur un sujet qui, je le sais, nous savons tous, vous tient très à cœur. Alors, l'inflation est de retour. Le relèvement des taux d'intérêt est au menu. Le risque de rétractation de l'activité économique est craint. Et l'urgence de la transformation écologique et des investissements qu'elle nécessite sont également souhaités. Que d'enjeux qui se percutent au point parfois de paraître difficilement conciliables. Merci donc à Jean-Claude Trichet d'avoir accepté de les explorer avec nous ce matin et certainement de nous proposer les réponses qu'il pense qu'elles appellent. Je voudrais également, moi aussi, remercier nos partenaires, et notamment l'AGEF, ainsi que Newpolis, INALCO et les FAP. Merci à tous pour votre présence, et je laisse maintenant la parole à Jean-Marc Daniel, qui va nous présenter rapidement notre invité. Merci. Je salue évidemment cette auguste assemblée. Je pourrais vous accueillir, mais je crois que c'est plutôt l'inverse. C'est vous qui nous accueillez en ces lieux où vous avez désormais vos habitudes et à l'issue d'une carrière qui fut longue, fructueuse et particulièrement brillante. Alors, je ne vais pas insister sur une biographie qui est d'ailleurs assez largement connue. Je vais insister sur 4 ou 5 éléments importants. D'abord, vous êtes né à Lyon. Ça, c'est important. Parce que tout le monde dit bien que Paris est la capitale de la France et Lyon la capitale de la province. Donc, merci de représenter ici cette France qui est assez souvent ignorée et qui s'incarne au travers de Lyon. Et puis, vous avez fait des études d'ingénieur. Vous avez le diplôme de l'École des mines de Nancy. Et donc, c'est important de rappeler que l'économie, ça suppose aussi une force de maîtrise des savoirs scientifiques et notamment des mathématiques. En ce jour où on vient de réhabiliter les mathématiques et de redécouvrir l'enjeu du savoir mathématique. En plus, vous appartenez à une génération qui est un peu antérieure à la mienne, même si nous sommes très proches, où on faisait de la géométrie descriptive. Qu'est-ce qu'on a pu souffrir avec ça ? Je ne sais pas si vous en gardez un souvenir, je pense que vous l'avez refoulé dans votre arrière inconscient. J'en parle devant d'autres présidents qui ont souffert aussi avec la géométrie descriptive. Et puis ensuite, vous êtes... Pas vous, oui. C'est le privilège de la jeunesse. Et puis ensuite, vous êtes orienté vers une carrière dans la haute administration. Tout le monde sait que vous avez été reçu au concours d'entrée à l'École nationale d'administration. Vous êtes sorti à l'inspection des finances. Et ensuite, vous avez fait cette carrière brillante qui vous a mené d'abord à la direction du Trésor, ensuite à la tête de la Banque de France, comme gouverneur de la Banque de France, et puis ensuite président de la BCE. De tout ça, je retiendrai donc, deuxième élément sur lequel je voudrais insister, je retiendrai que pour ma génération, vous êtes associé à la notion de désinflation compétitive. C'est un peu vous, votre période, votre action qui a permis de faire comprendre aux Français qu'on ne pouvait pas continuer dans une situation où les salaires et les prix étaient dans une course folle. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, en 1979, j'étais augmenté tous les trimestres de 3%. Et pourtant, j'avais du mal à maintenir mon pouvoir d'achat. Donc l'inflation était un vice, c'était un mal, et votre voix a été parmi celles qui ont le plus porté pour se débarrasser de l'inflation. La troisième considération que je voudrais mettre en avant sur votre carrière, c'est que vous avez toujours tenu à expliquer votre action. Tout le monde a en tête Alan Greenspan qui nous disait « Si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé ». Vous étiez aux antipodes. Vous avez été un banquier central qui expliquait ce qu'il faisait, qui justifiait ce qu'il faisait et qui considérait que son devoir n'était pas de jouer les gourous, mais de jouer les grands serviteurs de l'État et de la population. Enfin, une dernière considération que je voudrais mettre en avant, je pense que vous avez été courageux dans des périodes où on stigmatisait votre action. Je ne vais pas revenir sur un débat assez virulent que vous aviez eu avec un candidat à la présidentielle en 1995, qui avait d'ailleurs souligné qu'ayant fait lui-même une grande école administrative, il connaissait aussi bien l'économie que vous. Et donc, ce qui lui permettait de justifier un programme totalement absurde qu'il a eu la sagesse d'abandonner assez rapidement. Mais vous avez eu la fermeté et le courage de ne pas céder. De même, en 2008, lorsque l'inflation dépassait les 3%, et que tout le monde s'abattait sur vous en disant « mais ça ne sert à rien ce que vous faites, vous voyez bien », vous avez eu le courage de faire en sorte que, grâce à un euro fort, la facture pétrolière de l'Europe a été considérablement diminuée.
Et ce courage, sachez-le, Monsieur le Président, s'appuie sur des considérations liées aux vœux de la population. Comme j'ai l'habitude de le dire, on a rarement vu des gens devant les supermarchés dire « augmenter les prix ». On a rarement vu des gens devant les supermarchés réclamer 2%, 3%, 4% d'inflation. C'est une idée fallacieuse qui est issue de quelques théories qui sont en train, à mon avis, de perdre pied dans l'histoire. Je n'aurai pas l'occasion d'insister trop lourdement là-dessus, je vous laisserai le soin de le faire. Après ces quelques mots de présentation, pour vous remercier, pour vous exprimer la frustration que j'ai de ne pas pouvoir rester vous écouter, mais je connais assez bien votre pensée, je la soupçonne. Et donc, je me contenterai, puisque nous sommes devant Molière et que nous sommes l'année Molière qui se termine. Je pense que votre devise vis-à-vis de l'inflation, c'est « ce me sont de mortelles blessures de voir qu'avec le vice on garde des mesures ». Ces deux vers de Molière qui sont issus du Misanthrope expriment le fait que pour vous, il n'y a pas de mesure face au vice inflationniste sans que pour autant vous ayez été un Alceste de l'économie. Monsieur le Président, merci d'être parmi nous. Je vous rends votre domicile, l'Académie. Merci, cher Jean-Marc. Merci, cher Michel Pébreau, cher Antoine Frérot et cher Jean-Marc Daniel, président de Sociétal, pour vos mots d'introduction qui, comme nous en avons la chance d'en avoir désormais l'habitude, offrent une parfaite entrée en matière à cette nouvelle conférence sociétale. Et au nom de tout le comité éditorial de notre revue, je suis heureuse de vous accueillir moi-même ce midi à cette conférence qui, n'en doutons pas, sera passionnante. Et je ne vais pas être bien longue, Monsieur Trichet, Monsieur le Président. Pour vous permettre d'entamer tout de suite votre conférence, je me permets simplement de rappeler quelques règles. Vous pouvez, messieurs et mesdames qui nous suivez en visioconférence, poser des questions à notre conférencier à la suite de son exposé, soit dans la conversation Teams, soit tout simplement par mail web@idep.net, et de suivre la conférence également sur nos réseaux sociaux. Monsieur le Président, Monsieur Jean-Claude Trichet, à vous la parole. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente conférence. Merci. Excusez-moi, je crois que j'ai fait une bêtise. Il y a un fil qui est arraché, j'espère que Non. C'est pas un problème. Ça n'a pas de problème. Je crois que ce n'est pas un problème. Merci de votre vigilance. Merci beaucoup de cette invitation, chers confrères, cher Michel Pébreau, cher ami Michel Pébreau, cher Monsieur Frérot, président Frérot, cher Jean-Marc Daniel, qui a été beaucoup trop bienveillant à mon égard, chère Madame, je vais donc vous parler du retour de l'inflation dans les pays avancés et essayer de voir avec vous comment organiser le retour à la stabilité des prix. Stabilité des prix, d'ailleurs, auquel les Européens sont accoutumés, puisque depuis que l'on a créé l'euro, comme vous le savez, en moyenne annuelle sur 24 ans, presque 24 ans, la stabilité des prix a été assurée. Et donc, l'institution qui en est le garant, selon le traité, a une certaine crédibilité lorsqu'elle dit « je poursuis un objectif de stabilité des prix », et je le précise d'ailleurs, en l'occurrence, mon objectif, ma définition de la stabilité des prix est de 2% à moyen terme. Je vais y revenir en conclusion, si vous le permettez. Mais auparavant, je voudrais voir avec vous, premièrement, pourquoi l'inflation semblait-elle avoir disparu au moment où Michel Pébreau disait qu'elle n'avait pas disparu en droit, bien entendu, et qu'il fallait toujours être vigilant. C'est un sentiment que j'ai personnellement toujours partagé. Donc, ça, ce serait la première question à laquelle j'essaierai de répondre. Deuxième question, comment analyser les causes multiples de son retour, car le retour de l'inflation, avec une sorte de vengeance, si je puis dire, est quelque chose de très complexe, de très multidimensionnel. Je vais donc essayer de déchiffrer ces causes multiples dans une deuxième réponse à cette deuxième question. Troisième question, quand même un tout petit peu, pourquoi les responsables, publics et privés, y compris les banques centrales,
ont-elles réagi avec un certain retard visible et que l'on peut effectivement documenter, en particulier aux États-Unis, en suivant les divers propos du président de la Federal Reserve, et aussi, par voie de conséquence, en Europe. Et enfin, réponse en conclusion à une dernière question, peut-on avoir confiance dans le retour à la stabilité des prix? Et je vais tâcher d'expliquer pourquoi j'ai confiance dans le retour à la stabilité des prix à moyen terme. Première question, pourquoi l'inflation semblait-elle avoir disparu? Alors, clairement, entre les deux grandes crises qu'ont été Lehman Brothers en 2008, 2009, 2010 et le Covid, on a été, je parle de l'ensemble des pays avancés, sans exception, et aussi dans une assez large mesure de l'ensemble du monde, dans une situation très singulière, et je voudrais insister sur 5 points qui me paraissent importants. D'abord, lié à la crise, à la très grande crise financière que nous avons connue en 2008 et dans les années suivantes, et même auparavant en 2007 et dans les années suivantes, les pays avancés, et par voie de conséquence beaucoup de pays dans le monde, ont connu une croissance potentielle plus basse, liée au ralentissement des progrès de productivité et à l'héritage, disons, de la grande crise financière. À cette croissance potentielle plus basse, nettement plus basse qu'auparavant, à ces progrès de productivité plus bas, étaient associés effectivement de moindres pressions inflationnistes. Deuxième point très important, la globalisation et son accélération. Il est clair que l'optimisation de la division du travail au niveau mondial, l'irruption dans les chaînes de valeur internationales de pays à très faible coût, en particulier la Chine, qui est emblématique, mais aussi beaucoup d'autres, ont fait qu'effectivement, il y avait au niveau mondial, et singulièrement évidemment dans les pays avancés, une poussée à la baisse de l'inflation. C'est un second point extrêmement important qui marque, disons, les 10-12 années que j'évoque entre les crises. Troisième point, non négligeable, le faible pouvoir de négociation du travail en général, des syndicats, de l'AFL-CIO, particulièrement aux États-Unis, je ne dirais pas en France, ni dans un certain nombre de pays européens où le travail a continué à avoir une capacité de négociation assez forte, mais aux États-Unis et dans plusieurs grands pays avancés, on a eu en effet un pouvoir de négociation qui a été plus faible qu'auparavant. Quatrième point, également très important, un excès d'épargne au niveau mondial, très documenté, qui conduisait à la fois à de faibles pressions inflationnistes au niveau mondial et à des taux d'intérêt réels extrêmement bas. Là aussi, très bien documenté sur l'ensemble des 10-12 années que j'évoque par les économistes internationaux. J'en suis au quatrième point. Il y a un cinquième point. Le cinquième point qui se concentre plus sur la combinaison de la faible inflation et de taux d'intérêt extraordinairement bas, ce sont les politiques monétaires qui ont été très concentrées dans l'ensemble des pays avancés sur l'ensemble de cette période, donc de Lehman Brothers à juste avant Covid, encore accentuée évidemment avec la crise exceptionnellement grave du Covid, des politiques monétaires extraordinairement expansives, avec le maniement à la fois des moyens conventionnels et des moyens non conventionnels, des taux d'intérêt nominaux exceptionnellement bas, y compris dans certains pays avancés négatifs, mais dans beaucoup d'autres à zéro, et dans ces conditions, évidemment, associés à des taux réels au niveau mondial qui étaient eux-mêmes très négatifs, très bas, disons. Ils sont négatifs dans certaines analyses, pas dans toutes. Donc, disons que nous étions dans une combinaison de taux d'intérêt extraordinairement bas et d'inflation extraordinairement basse. D'où ce que Michel Pébroux, en particulier, a combattu, le sentiment que c'était éternel. Et vous le savez bien, nous avons eu à faire face à un consensus très puissant de beaucoup d'économistes, de beaucoup de participants du marché,
Et je dois dire, un peu de tous ceux qui avaient intérêt, dans une certaine mesure, à ce que les politiques monétaires demeurassent extraordinairement accommodantes sur très longue période, nous avons donc eu une croyance naïve dans le fait que nous avions basculé, il y avait eu un énorme changement dans la marche de l'économie mondiale et que nous nous trouvions désormais dans une perspective d'inflation extrêmement basse et de taux d'intérêt extrêmement bas. Ça n'a jamais été ma conviction personnelle. Je voyais bien les raisons qui faisaient que les banques centrales, voulant éviter la matérialisation du risque de déflation, étaient extrêmement accommodantes. Je n'ai jamais pensé une seconde qu'elles faisaient ça pour faire plaisir au gouvernement en achetant massivement leurs valeurs du Trésor, ou qu'elles faisaient ça pour faire plaisir aux participants du marché. Elles faisaient ça parce que, effectivement, à tort ou à raison, je crois que c'était à raison, elles pensaient que la pire des choses eût été que nous ayons eu une matérialisation de ce risque de déflation. La déflation, chacun le sait, est très dangereuse, elle est très grave, et il se trouve que nous avons basculé, et je dirais probablement des deux côtés de l'Atlantique, presque au même moment, avec un peu d'avance aux États-Unis sur l'Europe, au milieu de l'année dernière. Il y a eu un point d'inflexion absolument monumental au milieu de l'année dernière qui correspond à la reprise post-Covid. Alors je vais, si vous le permettez, énoncer 8 causes, 8 raisons qui font que je crois qu'effectivement nous sommes maintenant dans un univers à la fois mondial et dans les pays avancés qui est très différent de celui que nous avons connu auparavant, qui est composé d'éléments cycliques aussi bien que d'éléments structurels, et qui campe donc un paysage dans lequel la pression inflationniste est revenue, et donc dans lequel il convient que les autorités responsables, et au premier chef les banques centrales, prennent les mesures appropriées pour garantir à nos concitoyens la stabilité des prix, concitoyens aux États-Unis, concitoyens en Europe. J'ajoute, et c'est un point très important, je vais aussi y revenir, qu'aux États-Unis comme en Europe, la définition de la stabilité des prix est la même, à savoir 2%. Et le fait qu'au Japon, en Angleterre, aux États-Unis et en Europe, nous ayons la même définition de la stabilité des prix est un élément fondamental qui vient d'être réaffirmé et sur lequel, comme je l'ai dit, je reviendrai en conclusion. Donc, première cause du retour de l'inflation, qui est en quelque sorte le déclencheur, la reprise post-Covid. Pourquoi est-ce le déclencheur? Tout simplement parce que la demande qui avait été inhibée s'est manifestée avec beaucoup de force au niveau de l'ensemble des agents économiques, et parce que l'héritage du Covid au niveau de l'offre était là et freinait considérablement l'offre répondant à cette demande. Alors, il y a des différences des deux côtés de l'Atlantique. On peut dire qu'aux États-Unis, on a plus une inflation qui a été formidablement poussée par la demande. On peut dire que chez nous, c'est plutôt l'offre qui pose le problème. Je vais également y revenir. Mais première cause. Deuxième cause, je le mentionne en passant, mais j'ai déjà mentionné ça, les retards initiaux pris pour mettre en œuvre les politiques anti-inflationnistes, retards initiaux particulièrement documentés aux États-Unis, puisque les taux d'intérêt n'ont été augmentés aux États-Unis que 5 mois après que le président de la Federal Reserve ait dit lui-même « Nous avons un problème d'inflation qui n'est plus transitoire, mais qui semble être durable ». Troisième cause, évidemment l'héritage des politiques budgétaires très expansives des années, je simplifie outrageusement, 2010, 2012, 2020, disons, associés à la fois à cette longue période anormale dans laquelle on luttait contre la matérialisation du risque de déflation, et évidemment la période Covid qui appelait des contre-mesures pour éviter la catastrophe et l'implosion économique à la fois des pays avancés et aussi de l'économie mondiale. Quatrième cause, l'héritage des politiques monétaires très accommodantes des mêmes années. J'ai déjà expliqué qu'elles avaient des justifications. Il est clair qu'elles campent en ce qui concerne l'accumulation
des mesures qui avaient été prises aussi bien sur le plan conventionnel que sur le plan non conventionnel, quantitatif. On est en présence, là, de manière structurelle, aussi bien sur le plan budgétaire que sur le plan monétaire, dans les pays avancés en général, en présence donc de poussées inflationnistes de nature structurelle liées aux politiques passées, même si, comme vous avez vu, je ne critique pas les politiques monétaires passées. Je pense qu'elles étaient justifiées compte tenu des dangers auxquels devaient faire face les banques centrales des pays avancés en général. D'ailleurs, comme vous le savez, elles ont toutes mené à peu près la même politique. J'ai ensuite 3 causes, donc qui sont le numéro 5, le numéro 6 et le numéro 7, qui sont associés à des changements structurels de long terme que je crois extrêmement importants et qui confirment que nous sommes désormais dans une configuration très différente de celle que nous avons connue au cours des 10-12 dernières années. Il y a eu un point d'inflexion, on peut marquer le point d'inflexion, évidemment, de la reprise post-Covid, comme je viens de le dire, c'était le déclencheur, mais il y a des causes structurelles autres que celles qui sont liées aux politiques du passé, la déglobalisation. Clairement, le phénomène de déglobalisation est lié au Covid dans une large mesure. Les chaînes de valeur internationales ont prouvé qu'elles pouvaient être dangereuses aux yeux de l'ensemble des producteurs internationaux, et notamment évidemment dans les pays avancés. Le risque de se retrouver en panne, si je puis dire, sur certains composants de la chaîne de valeur, le risque de se retrouver dans une situation réellement dramatique est quelque chose qui est pris en compte maintenant, et on a en effet un nouveau phénomène qui est une atténuation de la globalisation dans le meilleur des cas, ou un retour à la prise en compte des risques associés à la globalisation antérieure. Ça, c'est mon point 5. Mon point 6, c'est, je crois que c'est très important, notamment aux États-Unis. Les États-Unis ont un certain rôle un peu directeur au sein de l'ensemble des pays avancés, la réémergence d'une réelle capacité de négociation de la part du travail, des syndicats, en anglais je dirais bargaining power of labor back. On peut documenter, il me semble-t-il, ou interpréter la séquence Trump-Biden comme une séquence qui marque que la classe moyenne ou la classe moyenne inférieure, les cols bleus comme on dit aux États-Unis, particulièrement mécontents du traitement qu'ils avaient subi au cours de toutes les années précédentes, ont marqué leur émergence au niveau politique. Le fait que les républicains apparaissent, soient apparus avec le président Trump comme étant le parti des cols bleus et plus le parti du big business, est évidemment quelque chose que je note au passage comme étant important. Et donc, je m'attends à ce que nous ne soyons pas au niveau des États-Unis, dans un certain nombre de pays avancés, et je ne dirais pas spécialement en France, j'ai déjà noté cela. Quand je parle en Italie, je dis aussi que l'Italie n'est pas en cause de ce point de vue-là, mais c'est vrai qu'un certain nombre de pays avancés voient la réémergence d'une réelle capacité de négociation de la part des syndicats et du travail. Et puis, il y a ce qu'on oublie très souvent, mais c'est très important, la transition verte. La transition verte appelle à de nouveaux investissements monumentaux, et donc l'idée selon laquelle nous sommes en permanence et de manière définitive en présence d'une économie mondiale dans laquelle il y a un excès d'épargne par rapport à l'investissement ne me paraît plus fondée, et en tout cas certainement pas fondée en projection à moyen long terme. Et par ailleurs, bien entendu, cette absence, si vous voulez, d'excès d'épargne au niveau mondial, non seulement due au fait que la transition verte appelle à beaucoup de nouveaux investissements, mais aussi dû au fait qu'il y a un stock d'investissements passés qui devient obsolète. Donc ces deux phénomènes conduisent à ce qu'il y ait plus de poussées inflationnistes, me semble-t-il, au niveau mondial, et aussi à ce que les taux d'intérêt réels, qui étaient extrêmement bas, deviennent moins bas. J'en étais au point 7. Point 8, évidemment, qui est à la fois, je l'espère, conjoncturel,
mais qui pourrait être structurel et qui, en tout état de cause, est géostratégiquement extrêmement important, la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine est un élément presque décisif en ce moment, en tout cas perçu à juste titre par les Européens, mais aussi perçu par l'ensemble, disons, des décideurs mondiaux, puisqu'on voit bien qu'il n'y a pas que la guerre en Europe, il y a aussi d'autres éléments très perturbateurs au niveau international, et donc il faut que nous soyons les uns et les autres extraordinairement attentifs à ce qui peut se passer. Mais tout cela va dans le sens de, malheureusement, de poussées inflationnistes qui me paraissent particulièrement réelles. Alors, un point très très rapidement pour expliquer ce qu'on pourrait appeler la nonchalance initiale des agents économiques du secteur privé comme des autorités, je l'ai déjà mentionné. Là aussi, je vais essayer d'être aussi rapide que possible. Il s'agit en réalité d'un phénomène également très complexe et d'un phénomène qui est lié à la longue période de faible inflation et de taux d'intérêt extrêmement bas que nous avions connus auparavant, et il est toujours difficile d'opérer des changements à 180 degrés lorsqu'on est responsable, aussi bien privé que public. Et donc, il me semble que l'une des raisons est incontestablement que nous avions un solide consensus sur le fait qu'il y aurait désormais, après la très grande crise financière, en effet, une période dans l'économie mondiale et dans les économies avancées de très faible inflation structurelle. Ce consensus a été ancré dans un très grand nombre de propos tenus par les responsables, par les économistes, par les participants du marché, avec même une certaine agressivité en disant « vous n'avez rien compris, on est maintenant dans une période totalement différente, il n'y a plus d'inflation, tirez-en les conséquences ». Et Michel Pébroux en sait quelque chose, empruntez massivement, naturellement, puisque vous avez la possibilité qui est durable d'avoir des emprunts à très faible taux d'intérêt, vous, secteur privé, vous, secteur public. Deuxième point qui explique un certain retard, c'est un fait que le déclencheur de l'inflation a été accompagné d'un phénomène de hausse des prix de certaines matières premières, le pétrole, le gaz et les produits agricoles, et que quand on est dans un cas de ce genre, on a toujours un phénomène plus complexe qu'on peut le penser, parce qu'il est évidemment inflationniste, il a un impact direct sur l'inflation, et en même temps, il a des aspects dépressifs, il a des aspects récessifs, puisque c'est un prélèvement qui est exercé sur la demande, toute chose égale d'ailleurs. Et donc, on peut comprendre qu'un certain nombre de décideurs se soient dit, poussés d'ailleurs par les économistes, voyons un petit peu exactement ce qu'il en est. Après tout, peut-être le travail de freinage de la demande, qui est la responsabilité de la Banque centrale, va-t-il être fait aussi dans une assez large mesure, spontanément, par l'enjeu même, disons, du choc de matières premières, choc pétrolier. On a connu ça, bien entendu, au moment du premier choc pétrolier et du deuxième choc pétrolier. Ce sont des erreurs, bien entendu. Une banque centrale ne peut pas rester immobile lorsqu'il y a un phénomène inflationniste important. Je vais y revenir. Mais enfin, c'était un élément dans le débat public, dans le débat des économistes, qui a joué, je crois, un certain rôle dans ce retard. Ensuite, bien entendu, je passe là-dessus tout de suite, pression implicite, privée et publique. Il est tellement agréable d'avoir des taux d'intérêt extraordinairement bas qu'on a tendance à penser qu'il faudrait que cela continue indéfiniment. Là, je renvoie, disons, le secteur privé et le secteur public dos à dos, et les gouvernements eux-mêmes, effectivement, ne voyaient pas tellement d'avantage à ce que les taux d'intérêt puissent augmenter, car l'impact sur les budgets gouvernementaux était évidemment immédiat. Là, j'en étais à la troisième raison. La quatrième raison, ce sont des questions liées au modèle Dynamic Stochastic General Equilibrium,
qui sont les modèles dominants, néo-keynésiens, disons, très perfectionnés, réellement dominants, et à juste titre d'ailleurs, parce qu'ils rendent très très bien compte de ce qui se passe en période, disons, normale, en période de faibles changements structurels, mais qui fonctionnent, il faut bien le dire, plutôt mal lorsqu'il y a des changements extrêmement rapides. J'ai connu ça moi-même lorsque j'étais président de la Banque centrale européenne, au moment de Lehman Brothers. Nos modèles donnaient une économie qui était en récession, mais l'ampleur de la récession était formidablement sous-estimée par nos modèles. Et clairement, il vient de se passer exactement la même chose. Ce n'est pas par hasard que des deux côtés de l'Atlantique, on a dit finalement tout cela paraît assez transitoire, ce n'est pas nécessaire, disons, de surréagir, parce que les modèles le suggéraient. Et donc, ils le suggéraient d'ailleurs aux entités publiques, aux banques centrales, au gouvernement, comme ils le suggéraient au secteur privé. Donc, c'est un point très important sur lequel il faut réfléchir, sur lequel les économistes réfléchissent, parce qu'il faut savoir que dans des périodes de transformation très rapides, aussi bien de l'économie réelle que de l'inflation, on ne peut plus compter réellement sur ce type de modèle, et il faut donc se faire un jugement sur la base de ce que l'économie réelle dit elle-même vraiment directement en temps réel. Je peux revenir là-dessus sur les questions si des questions me sont posées. Enfin, il faut bien voir que les méthodes utilisées par les banques centrales elles-mêmes, la fameuse forward guidance, les indications données ex ante, quoi qu'il arrive, sont allées évidemment dans le sens de la préservation sur moyen terme des politiques ultra-accommodantes. C'était un des moyens qui avait été utilisé abondamment partout, par toutes les banques centrales, les pays avancés en particulier, pour combattre ce que j'ai déjà dit être le danger principal perçu, la matérialisation du risque de déflation. Donc, a priori, cela vous complique encore la vie lorsque vous devez faire un véritable changement à 180 degrés, puisque vous avez dit précisément, à moyen terme, je ne vais pas changer à 180 degrés. Et il y a un élément supplémentaire que je note personnellement, qui est assez technique, mais qui est que des deux côtés de l'Atlantique, on avait établi un lien entre le moment où on s'apprêtait à hausser les taux d'intérêt et le moment où l'on interrompait les achats nets de valeurs négociables, en particulier de valeurs du Trésor. Là, je pense personnellement, j'ai toujours pensé, et j'ai toujours dit d'ailleurs, que j'étais plutôt favorable à ce qu'il y ait une séparation très stricte entre la politique monétaire conventionnelle, c'est-à-dire les taux d'intérêt, en gros, et la politique monétaire non conventionnelle, c'est-à-dire, en gros, les achats de valeurs négociables sur les marchés. Que l'un et l'autre de ces instruments devaient être indépendants, qu'ils visaient à des choses qui n'étaient pas identiques et que c'était dangereux, finalement, de les associer très étroitement. On avait vu ça au moment du taper tantrum de Ben Bernanke, où vous vous souvenez, il disait simplement « on va peut-être commencer à serrer un peu le robinet quantitatif », et cela avait été interprété immédiatement compte tenu du lien qui avait été fait par les marchés comme signalant une hausse imminente des taux d'intérêt. Ce n'est pas du tout ce que voulait faire la Fed, et néanmoins, c'était effectivement le produit de cette annonce, disons, d'un début de resserrement du quantitatif. Eh bien, dans la période la plus récente, des deux côtés de l'Atlantique, c'est un fait que les deux banques centrales ont attendu d'en avoir terminé avec les achats nets, qu'elles ont un tout petit peu accélérés, mais très peu, parce qu'elles avaient des engagements vis-à-vis du marché et qu'il est difficile de revenir pour une banque centrale crédible sur des engagements qu'elle peut avoir vis-à-vis du marché. Voilà, c'est le dernier point que je voulais évoquer. Il n'est pas négligeable, il est technique, mais il n'est pas négligeable. Et maintenant, j'en viens à ce que je vous disais devoir être mon dernier point. Peut-on avoir confiance dans le retour à la stabilité des prix ? Pourquoi ai-je moi-même confiance dans le retour à la stabilité des prix ? Et évidemment, ce que j'attends des banques centrales,
qui ne sont pas tout à fait dans la même situation des deux côtés de l'Atlantique. Alors, très rapidement, je vois 3 points importants. D'abord, en effet, il y a eu un certain retard, mais la détermination des banques centrales ne me paraît pas faire de doute. Notez que depuis mars, aux États-Unis, on a eu 6 hausses de taux d'intérêt en 9 mois, dont 4 pour un montant de 75 points de base, qui n'a aucun précédent. Donc on ne peut pas dire, si vous voulez, quand on documente ce qui a été décidé par la Banque centrale américaine, qu'on n'est pas en présence d'une institution qui dit « je prends très au sérieux mes responsabilités ». En Europe, comme vous le savez, on a eu 3 hausses, dont 2 de 75 points de base, et la Banque centrale européenne est fondée à dire « personne n'a jamais en Europe augmenté les taux de manière aussi importante, aussi rapidement ». Je dois dire, étant le dernier gouverneur, président de la Banque centrale européenne à avoir augmenté les taux, et accessoirement le premier à être intervenu quantitativement à la fin de mon mandat, je dois dire que c'est vrai, c'est un fait qu'une banque centrale européenne qui augmente les taux d'intérêt au total avec retard, comme je l'ai dit, mais de manière très, très déterminée, doit être notée comme ayant signalé qu'elle était déterminée. La détermination des 2 banques centrales, je me concentre un peu sur les 2 côtés de l'Atlantique parce que c'est quand même là que ça se passe. Au total, le Japon étant un cas particulier dans une très large mesure, même s'il est important, et l'Angleterre étant elle-même assez modeste de proportion, mais au total, donc, on a eu des 2 côtés de l'Atlantique, de manière très solennelle, la réaffirmation, la confirmation de l'objectif des 2%. Jay Powell a dit « notre objectif à moyen terme voulant dire 3 ans à peu près, est le retour à 2%. » Et évidemment, de ce côté de l'Atlantique aussi, Christine Lagarde et la Banque centrale européenne ont réaffirmé l'objectif des 2%, que la Banque centrale européenne, comme vous le savez, a été la première à poser comme étant le bon objectif en matière de stabilité des prix, la bonne définition de la stabilité des prix. Je vais revenir un instant en conclusion là-dessus. Donc, confirmation très très ferme vis-à-vis de l'ensemble des partenaires et certainement de la population, des fellow citizens aux États-Unis comme en Europe, confirmation de l'objectif. Et enfin, je note, si vous voulez, qu'il y a des 2 côtés de l'Atlantique des différences dans les politiques monétaires. J'ai évoqué 6 hausses de taux d'intérêt aux États-Unis, j'en ai 3 en Europe pour le moment. Est-ce que l'on peut dire qu'il y a des justifications à cette différence que l'on observe et qui d'ailleurs se traduit naturellement dans les taux de change qui oscillent un peu en dessous, mais surtout, heureusement maintenant, un peu au-dessus de 1. Alors, je vous donne quelques chiffres très rapidement. L'inflation totale en Europe, au moment où je parle, c'est-à-dire l'inflation d'octobre, est de 10,7%. L'inflation totale aux États-Unis est de 7,7%. Il y a 3% entiers de différence des 2 côtés de l'Atlantique en ce qui concerne l'inflation totale. Ce qui signale qu'effectivement, on a probablement un impact de la hausse du gaz, des prix du gaz, du pétrole et des matières premières agricoles supérieur en Europe à ce qu'il en est aux États-Unis. Ce qui rejoint un peu l'idée l'Europe est plus touchée que les États-Unis au moment où nous parlons. En revanche, l'inflation sous-jacente, ce que les économistes appellent core inflation, est la même des 2 côtés de l'Atlantique. En Europe, 6,4%, aux États-Unis, 6,3%. Et ceci me conduit à penser, si vous voulez, que dans la mesure où, pour une banque centrale, en période inflationniste de ce genre, il y a 2 objectifs fondamentaux. Un premier objectif qui consiste à atténuer la force de la demande de manière à avoir un meilleur prix résiduel lorsque vous confrontez la demande et l'offre. Et ce,
c'est effectivement ce que doit faire une banque centrale dans ces circonstances. Mais il y a un autre élément qui est très important, c'est la prévention contre les risques de hausse de second tour des prix. Or, vous voyez qu'au niveau du second tour, la core inflation, sans les prix du gaz, sans les prix du pétrole et sans les prix des produits agricoles, est la même des deux côtés de l'Atlantique. Donc il y a le même besoin, me semble-t-il, des deux côtés de l'Atlantique, que la Banque centrale donne le clair message qu'elle ne laissera pas s'incruster les éléments de hausse de prix de second tour, comme cela est déjà le cas, parce que 6,4 et 6,3, c'est plus de 3 fois plus que l'objectif d'inflation. Mais ce n'est pas incompatible avec un retour à 2% dans un espace de temps de 3 ans, si la Banque centrale est crédible, si la Banque centrale réaffirme son objectif avec beaucoup de force, et si la Banque centrale est elle-même, capable de démontrer qu'elle fait en matière de politique monétaire ce qu'il faut faire. En revanche, comme je l'ai déjà souligné, il y a clairement une pesée sur la demande européenne dans son ensemble qui est supérieure à celle que nous voyons aux États-Unis. 10,7% chez nous, dont 10,7 moins 6,4, c'est-à-dire 4,3 qui sont liés à ces hausses de prix de pétrole, de matières premières, alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus modeste, puisque le pourcentage n'est plus que de 1,4%. D'où mon sentiment qu'on peut penser, si vous voulez, que la Banque centrale européenne n'est pas infondée à se dire l'économie réelle fait, du fait très malheureux de ces hausses de prix européennes, spécifiques européennes, qu'on ne retrouve pas aux États-Unis, fait une partie du travail pour moi. Et donc, je suis fondé, lorsque je regarde ce que je fais, que je compare ce que je fais avec ce que font les États-Unis, je suis peut-être fondé à être relativement plus prudente. Mais ceci étant dit, ce qui compte, ce sont les anticipations d'inflation. Ce qui compte, c'est le point de savoir si, oui ou non, l'ensemble des agents économiques croient sincèrement qu'on va revenir en effet à 2% à 3 ans. Je crois, si vous voulez, que rien, ni aux États-Unis ni en Europe pour le moment, ne nous permet de penser que ceci est considéré par les agents économiques, par les ménages et par les marchés comme étant invraisemblable, mais il y a un devoir de vigilance des deux côtés de l'Atlantique qui me paraît évidemment absolument essentiel. Je conclus. Vous avez vu qu'à plusieurs reprises, j'ai évoqué les 2%. Les 2% sont la définition de la stabilité des prix au Japon, en Angleterre, aux États-Unis et en Europe. La Banque centrale européenne peut dire, à juste titre, qu'elle en est, dans une certaine mesure, l'auteur, parce que au moment de la création de l'euro, nous étions les seuls à affirmer cela avec force, en particulier lorsque on a en 2003 reprécisé moins de 2 proche de 2. On peut dire aussi que les États-Unis et le Japon ont basculé du côté de ceux qui avaient une définition de la stabilité des prix, en l'occurrence 2%, après Lehman Brothers, avec la prise de conscience du fait que l'ancrage des anticipations dans un monde qui était particulièrement turbulent et dangereux était absolument essentiel. Et donc, on a eu, en effet, en 2012, les États-Unis, affirmant que leur objectif était de 2%, Japon en 2013, les 4 grandes banques centrales qui émettent les monnaies qui sont dans le panier des droits de tirage spéciaux. En sus, comme vous le savez, il y a le renminbi, mais ces 4 banques centrales-là ont la même définition de la stabilité des prix. Je considère personnellement, et je conclus là-dessus, que c'est rassurant pour la période présente, ce consensus, et que c'est aussi probablement de facto, pas du tout de jure, mais de facto, l'une des réformes du système monétaire international la plus importante que nous ayons pu enregistrer depuis l'explosion du système de Bretton Woods. Je vous remercie de votre attention.
Je passe la parole à Emmanuel Cuny et Philippe Plassard. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Gouverneur, pour ces propos très éclairants qui, effectivement, de manière simple et circonstanciée, nous permettent de mieux comprendre la situation et puis de nous projeter également dans l'avenir. Et pour aller voir un petit peu plus loin, je vous propose, et on vous propose, de répondre à quelques questions avec Philippe Plassard, donc vice-président de l'AGEF, Philippe Plassard du Nouvel Économiste, et puis ensuite, comme Aude de Castet le rappelait tout à l'heure, donc les assistants présents dans la salle et les personnes qui nous suivent en vidéo pourront poser toutes les questions. Dans la salle, il suffira de vous manifester, de vous présenter rapidement et de poser la question. Je passe la parole donc à Philippe pour la première question. Merci, Monsieur le Gouverneur, de nous avoir fait rentrer en quelque sorte dans le cockpit de la politique monétaire en période de lutte contre l'inflation. Mais je voulais avoir votre conviction profonde. Est-ce qu'il est vraiment possible de briser l'inflation sans casser la croissance ? C'est évidemment une très très bonne question que j'ai évoquée implicitement en disant que c'était cette méditation-là qui pouvait expliquer que le changement de politique monétaire ait été un peu retardé. Il est légitime de s'interroger sur, en effet, le point de savoir si l'évolution de l'économie réelle elle-même et ses augmentations importantes de prix ne travaillent pas pour la Banque centrale elle-même sans qu'elle ait besoin de freiner elle-même la demande. J'ai déjà répondu que raisonner comme cela, c'est-à-dire ne rien faire, eût été totalement catastrophique, qu'on avait déjà d'ailleurs fait l'expérience dans les années 70 et au début des années 80, où en ne faisant rien et en comptant en effet sur le ralentissement économique lui-même, finalement on a ancré des anticipations d'inflation absolument terrifiantes, avec une inflation installée à 14% aux États-Unis à un moment et des taux d'intérêt qui avaient dû être augmentés jusqu'à 19 et 20% par Paul Volcker. Donc la question se pose, mais la réponse, à mon avis, ne fait pas de doute. La Banque centrale doit montrer qu'elle se sent responsable. Alors, plus ou moins, et comme vous avez vu, j'ai fait un peu la différence entre les États-Unis et l'Europe, parce qu'il y a des éléments objectifs qui permettent de penser qu'effectivement, peut-être faut-il doser, si vous voulez, le durcissement de la politique monétaire de manière un peu différente dans les deux pays. Mais en tout état de cause, naturellement, il y a des effets récessifs qui sont associés à la hausse des prix, en l'occurrence, pour simplifier, du pétrole, du gaz et des produits agricoles. Ces éléments récessifs sont évidemment inévitables. Si la Banque centrale estime qu'il est de son devoir de combattre les éléments récessifs elle-même, alors elle contribue à une inflation encore beaucoup plus importante. Donc il faut accepter, à mon avis, les choses telles qu'elles sont, savoir que tout phénomène inflationniste de ce genre est à la fois inflationniste et récessif, et doser de manière aussi habile que possible la réponse, la riposte de la Banque centrale, en sachant que l'objectif absolument fondamental est, encore une fois, de prévenir les effets de second tour. Nous sommes actuellement en effet de second tour à des niveaux que j'ai évoqués, 6,3, 6,4% des deux côtés de l'Atlantique. On va voir ce qu'il en est. Il faut être également extrêmement pragmatique. Il est possible, et je le regretterai très, très fortement, qu'on voit des deux côtés de l'Atlantique une tendance à augmenter encore ces effets de second tour. Cela demandera encore plus de vigilance de la part des deux banques centrales. Mais encore une fois, pour moi, la réponse à votre question ne fait, comme vous le voyez, pas de doute. Alors, je vous propose, Monsieur le Gouverneur, de rester sur les causes. Justement, ces dernières années, on a vu les banques centrales opérer des rachats de titres publics en venant à la rescousse des États en vue de financer leur déficit budgétaire, mais aussi en dérogeant vraiment à l'orthodoxie monétaire. Est-ce que les politiques, d'abord, ne leur ont pas un petit peu forcé la main? Et puis surtout, est-ce que ces injections de liquidités ne sont-elles pas aujourd'hui à la source du retour de l'inflation qui est notre sujet? Alors, plusieurs remarques, parce que la question est également évidemment extrêmement bonne. Aucune banque centrale, à ma connaissance, n'est intervenue en achetant des valeurs du Trésor des différents États concernés en se disant « je rends service à l'État, c'est excellent,
ça correspond à une nouvelle mission que je me donne. Elles ont toutes, et je crois pouvoir en parler un peu de l'intérieur, eu le sentiment, à tort ou à raison, que la menace de matérialisation de la déflation était sérieuse, réelle, qu'il fallait en tirer les conséquences, non seulement en termes de politique monétaire conventionnelle, c'est-à-dire en l'occurrence aux États-Unis en mettant les taux d'intérêt à zéro, en Europe et au Japon en les mettant un peu négatifs. C'était absolument exceptionnel, mais ils ont pensé, encore une fois, à tort ou à raison, que ça ne suffisait pas, et ce n'est pas pour faire plaisir au gouvernement, me semble-t-il, que la Banque centrale américaine ou la Banque centrale européenne ont décidé d'acheter des valeurs du Trésor pour des montants extrêmement importants. Alors on peut toujours discuter de ça. Était-ce vraiment nécessaire d'aller aussi loin? Les trillions et les trillions d'euros et de dollars qui ont été accumulés, étaient-ils vraiment entièrement justifiés? Le débat est ouvert et les économistes en débattent encore. Mais fondamentalement, ce n'était pas pour faire plaisir qu'elles ont fait ça. Et au total, dans le cas du Covid particulièrement, c'est un fait que la menace grave et immédiate d'effondrement complet de l'économie des pays avancés était là. Personne ne pouvait le contester. Et je dois dire que les banques centrales ont fait dans des conditions, là aussi, dont on peut discuter l'ampleur, mais pas la direction. Alors maintenant, les États découvrent qu'effectivement, ce n'était pas pour leur faire plaisir que les banques centrales avaient fait tout ça. Elles ont arrêté les acquisitions nettes de valeur. Dans quelle mesure vont-elles maintenant pratiquer le QT, c'est-à-dire le quantitative tightening, au lieu du QE, le quantitative easing? On va voir. Je reviens sur ce que j'ai déjà dit. Je leur recommanderais de raisonner de manière totalement indépendante. Il y a d'un côté les politiques monétaires, les taux d'intérêt, les politiques monétaires conventionnelles, de l'autre côté les politiques monétaires non conventionnelles. Et faut-il accélérer le QT de manière extrêmement forte, de manière à revenir le plus vite possible à une situation plus normale? À mon avis, bien entendu, l'objectif, c'est de revenir à une situation normale dans laquelle le secteur privé lui-même assure l'intermédiation financière qu'il assurait auparavant, avant la très grande crise financière, et dont on espère qu'il pourra l'assurer à l'avenir. On espère que... moi-même, si vous voulez, j'ai dû intervenir de manière massive parce que le secteur privé ne pratiquait plus l'intermédiation à laquelle nous étions accoutumés. Il fallait donc se substituer à lui dans des conditions un peu extraordinaires, y compris d'ailleurs en rendant les octrois de liquidités par la Banque centrale européenne, en les rendant illimités, ce qui est une décision extrêmement importante que nous avions prise dès 2007 d'ailleurs à la Banque centrale européenne. Donc vous voyez, je considère que les deux méditations sont indépendantes, largement indépendantes. Philippe Plassard. Oui, dans la période cruciale actuelle où il faut chercher à tuer dans l'œuf la spirale inflationniste, les fameux effets de second tour, les mécanismes d'indexation qui ont déjà joué, par exemple, pour le SMIC ou pour les retraites, sont, vous nous l'avez expliqué, contre-indiqués. Mais alors par quoi faut-il les remplacer pour éviter les pertes sèches de pouvoir d'achat des plus fragiles d'entre nous? En effet, je suis convaincu, si vous voulez, que la pire des choses à faire, c'est d'établir une spirale, pas simplement prix-salaire, mais prix-coût en général, parce que là, vous vous installez tout simplement dans une perspective d'inflation régulière de long terme. Donc vous êtes à 6,4% de core inflation, d'inflation sous-jacente, vous allez y rester indéfiniment. Et pourquoi pas, effectivement, à partir du moment où vous considérez comme normal de rester à ces niveaux, bien entendu, ça s'accélère. C'est ce qu'on a observé, encore une fois, avec le premier et le second choc pétrolier. Donc, il faut trouver d'autres moyens. Un moyen simple, effectivement, consiste à faire des primes, à passer par la case prime au lieu de passer par la case indexation salariale. Et ceci, je crois, est quelque chose qui est très important,
auquel, je dirais, dans une certaine mesure, l'Allemagne est assez accoutumée et qui permet effectivement de remplir la tâche que vous évoquiez, c'est-à-dire de tenir compte d'un changement assez monumental dans les prix en général, mais en même temps de ne pas ancrer l'inflation dans une perspective de moyen-long terme, dans des conditions qui, au total, on l'a bien vu, encore une fois, je me réfère toujours à cette évolution catastrophique pour l'ensemble des pays avancés, pour les États-Unis, pour nous aussi, de la période du premier et second choc pétrolier, puisque nous nous sommes retrouvés au total avec une bonne récession et une crise financière internationale. Vous vous souvenez peut-être qu'avec les taux d'intérêt que Paul Volcker avait été obligé de pratiquer pour casser les reins de l'inflation, nous avons eu tous les pays émergents en dépôt de bilan. Alors, si vous le permettez, une toute dernière question avant de passer la parole à la salle. La question du retour dans les clous, entre guillemets, dans les années 70, les années vraiment l'épisode inflationniste, 70-80, on a mis facilement une dizaine d'années à retrouver un niveau correct, entre guillemets, d'inflation. Aujourd'hui, on est à, vous le disiez, 10% en tangente. Quid du retour aux 2%? Donc, à quelle échéance? Est-ce qu'on peut le prévoir? Et vous-même, quelle est votre position sur ce sujet? Alors, d'abord, ce qui compte pour moi, essentiellement, c'est l'inflation sous-jacente. L'inflation, la composante de l'inflation qui est liée au prix des commodités, des matières premières, etc., est une inflation qui, si vous avez une hausse de prix considérable, au bout de 12 mois, vous sortez du calcul de l'inflation, puisque vous mesurez l'inflation sur 12 mois. Donc il faut bien voir que si l'on s'en tient à cette mesure de l'inflation sur 12 mois, clairement, ce qui compte, c'est l'inflation sous-jacente. Ce sont les chiffres que j'ai évoqués, pas nécessairement les 10,7% que j'ai également évoqués s'agissant de l'Europe. Et j'appelle votre attention sur le fait que l'inflation sous-jacente a augmenté en Europe, je prends l'exemple de l'Europe, ce serait la même chose aux États-Unis, de manière extrêmement régulière, très linéaire, de juillet 2021, je vous donne les chiffres, juillet 2021, inflation sous-jacente 0,9%. On était encore en Europe dans une perspective, effectivement, d'inflation extrêmement basse et de possible matérialisation du risque de déflation. Et puis ensuite, alors, août, septembre, octobre, novembre, décembre, en décembre, on était à 2,7%. Donc 3 fois plus. C'était avant la guerre en Ukraine. En janvier de cette année, février de cette année, 2,9. Avant l'impact de la guerre en Ukraine, nous étions à 2,9. Vous voyez, et on a continué 3,2, 3,9, 4,4, 4,6, 5,1. Ce sont des chiffres mensuels. 5,5, 6, 6,4. Octobre, 6,4. Donc on voit bien, si vous voulez, que ce phénomène est très puissant. C'est ce phénomène-là qu'il faut bloquer. Alors, j'ai confiance, personnellement, qu'effectivement, nous arriverons à, en 3 ans, si la détermination des banques centrales continue d'être extrêmement claire et visible, et si, bien entendu, elle est accompagnée par la croyance dans leur propre crédibilité, je crois que nous allons effectivement pouvoir arriver à ce résultat. Bien entendu, il y a des si, et les si sont, à l'avenir, ces hausses très importantes qui ont marqué, si vous voulez, la volonté, en effet, de combattre l'inflation aux États-Unis comme en Europe, continuent d'être crédibles aux yeux de l'ensemble des agents économiques. Certains sont sceptiques, d'autres y croient. Je fais partie de ceux qui y croient, ne serait-ce que parce que j'ai présidé pendant 8 ans une banque centrale qui a donné effectivement la stabilité des prix à l'ensemble de nos concitoyens européens. Et donc, il y a une certaine crédibilité à dire nous allons continuer à faire en sorte que la stabilité des prix soit assurée. Bien entendu, personne n'est entièrement maître de l'avenir, mais laissez-moi quand même exprimer ma confiance. Et par ailleurs, nous ne sommes pas du tout
au moment où je parle, dans la situation où Paul Volcker s'est trouvé lorsqu'il a dû casser l'inflation. Ce n'était pas 6,4, 6,3%, on était plutôt à 14% dans un grand nombre de pays avancés. Et la situation, effectivement, était très, très difficile. Il n'y avait pas du tout de définition commune de la stabilité des prix, pas d'objectif réaffirmé d'arriver à une inflation de 2% ou à une stabilité des prix à 2%, etc., etc. Donc je vois d'énormes différences qui me permettent d'exprimer ma propre confiance. Bien, merci pour toutes ces précisions. Monsieur le gouverneur, je ne sais pas. Voilà. Moment très important parce que cette journée, cette matinée de réflexion et de travail vous appartient aussi. Donc, chose promise, chose due, vous allez pouvoir intervenir, poser vos questions. Il vous suffit pour les personnes donc, aux tables d'appuyer sur le bouton et d'avoir le micro. Et les autres personnes qui souhaiteraient éventuellement poser des questions, on viendra vers elles avec un micro. Qui souhaite intervenir en premier? Monsieur, donc je vous demanderai simplement à chaque fois de vous présenter rapidement et de poser votre question. Jean-Claude, j'essaie de vous croire. J'espère. Mais est-ce qu'il ne faut pas l'accompagnement beaucoup plus fort par la politique budgétaire des États? Je réponds tout de suite. Oui. Oui. Pour notre assistance, juste préciser que M. Joachim Bitterlich est l'ex-conseiller de Helmut Kohl. C'est également un contributeur de la prochaine revue sociétale dont nous parlerons à la fin de cette conférence. Merci. Et M. Bitterlich a joué un rôle absolument décisif dans ce que nous avons construit ensemble, tous ensemble, à savoir l'euro. Donc, je suis très ému de répondre à M. Bitterlich. Évidemment, la remarque de M. Bitterlich est juste. J'ai voulu me concentrer sur les banques centrales. Je fais l'hypothèse, évidemment, que les gouvernements et que les parlements ne vont pas entraver eux-mêmes le travail des banques centrales. Et donc que les mesures qu'ils prendront ne contribueront pas à augmenter encore les pressions inflationnistes. Et ça, je dois dire que c'est pour ça que la question de Joachim Bitterlich est très bonne. Ce n'est pas absolument évident, d'autant que nous sommes dans une zone à monnaie unique. Nous avons un marché unique avec une monnaie unique. Or, clairement, nous n'avons pas de coordination des politiques budgétaires au niveau de l'ensemble du marché unique. Donc nous avons là, de manière encore plus flagrante qu'auparavant, la démonstration du fait que nous n'avons pas achevé, finalement, la construction de l'union économique et monétaire. Tant s'en faut. Alors, comme je le disais, il y a possibilité de questions à la fois dans la salle et depuis la visioconférence. Aude de Castet, vous avez une question et on revient dans la salle ensuite. Oui, j'ai une question que je vais lire de Madame Cathy Gégère-Collard. Madame Cathy Gégère-Collard est PDG de Picard Surgelé. C'est également une contributrice de notre prochaine revue sociétale. Et elle nous écrit, vous parlez, cher Président, d'une lutte contre un risque de hausse des prix au second tour. Pour autant, nous observons en entreprise un second tour de hausse massive liée maintenant à la hausse de l'énergie, quand le premier tour était drivé par la pénurie des matières premières. C'est une confirmation du fait que c'est en effet en ce moment le danger principal, clairement. Et donc, je comprends très bien les phénomènes qui sont en train de se passer. Encore une fois, on les a en cinématique. Je vous ai lu toutes ces augmentations successives de prix en général, si vous voulez. Et j'espère ardemment que nous allons avoir, en effet, toute une série d'entreprises, toute une série de fournisseurs comprenant que ils ne raisonnent pas bien eux-mêmes en prévoyant que la hausse des prix actuelle va se continuer. Alors, je me permets de dire, je parlais de l'Europe, j'ai donné des chiffres moyens européens. Les chiffres moyens français sont très inférieurs aux chiffres moyens européens. Et donc, ça veut dire que l'État français prend à sa charge
une assez grande partie des hausses qui ne sont pas prises à la charge des États dans d'autres pays européens, pourtant membres de la monnaie unique, pourtant membres du marché unique à monnaie unique. Et donc, nous avons là, si vous voulez, des éléments qu'il faut prendre en compte comme étant également une anomalie. Je redonne les chiffres. En Europe, 10,7% en moyenne. En France, sauf erreur de ma part, nous sommes à quelque chose comme 7%. Donc il y a presque 4% entiers de différence. Et on pourrait lister l'ensemble des pays européens en marquant les différences plus ou moins importantes qu'il y a entre eux. Donc j'insiste, s'agissant de la question qui est posée, j'espère ardemment que l'ensemble de ceux qui sont price setters, qui fixent les prix, comprendront qu'il n'est pas de leur intérêt de faire l'hypothèse, si vous voulez, à moyen terme, que l'on va toujours se trouver dans cette situation-là, premièrement. Deuxièmement, il faut être conscient, nous, Français, que nous payons un prix important pour avoir moins de hausse des prix. Questions donc dans la salle, 3 même, 4. Bon, ça va vite, je vais par équité essayer de respecter l'ordre des demandes. Isabelle Gounalevi, LCI. Oui, bonjour. Vous nous dites justement que la France a une inflation relativement modérée pour l'instant. Alors, qu'est-ce que vous pensez des propos récents de Michel-Édouard Leclerc, qui, lui, au contraire, s'alarme en nous disant l'inflation est galopante en ce qui concerne les prix alimentaires. On va avoir une inflation à 2 chiffres sur les prix alimentaires et une récession. Édouard Leclerc a l'habitude d'être extrêmement éloquent. Je crois que dire qu'il y aura une récession en Europe n'est pas faux. C'est ce que prévoient la plupart des économistes, me semble-t-il, aussi aux États-Unis d'ailleurs, même si, comme je l'ai déjà démontré, il y a des différences entre les États-Unis et l'Europe qui mettent l'Europe dans une situation de plus grande vulnérabilité, et pas simplement d'ailleurs parce qu'il y a des hausses de prix de matières premières plus importantes que celles qui sont ressenties aux États-Unis, aussi parce que la guerre étant en Europe, l'impact négatif sur la confiance de l'ensemble des décideurs, des agents économiques, est évidemment plus important. En ce qui concerne les hausses des prix des produits agricoles, c'est un fait. J'ai toujours énoncé moi-même gaz, pétrole et produits agricoles. Donc il y a là des éléments qui sont évidemment à noter. J'espère ardemment, là aussi, c'est la même réponse que celle qui était faite pour la remarque de Picard sur Gelée, j'espère ardemment que l'ensemble de ceux qui sont aux commandes comprendront qu'effectivement, en tout état de cause, ils ne doivent pas raisonner à moyen terme sur le maintien de l'inflation actuelle. Ceci dit, que certains lancent des cris d'alarme, c'est très très bien, et j'aurais tendance à dire, dans ces conditions, j'espère bien que vous-même, vous allez combattre résolument ces hausses que vous prévoyez. Nous vous la donnons. Oui, monsieur le gouverneur, un grand merci. On a presque l'impression de comprendre ce que c'est qu'une politique monétaire. Aymeric Dumas-Paysac, je travaille pour Afrique Bio, qui est laboratoire d'analyse biologique en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, comme vous savez, il y a la grande question du franc CFA et de la continuité de la monnaie, chose qui a beaucoup changé puisque la population locale a été en grande partie experte en monnaie, ce qui lui a permis de se déterminer sur la question. Expertise qu'on peut partager aussi. Je me souviens moi-même que quand j'étais étudiant en prépa, merveilleuse éducation nationale, notre professeur normalien agrégé en économie nous expliquait que si la BCE avait pour principal mandat une faible inflation, c'était en effet du lobby du grand capital en défaveur du travail. Cette grande question, en fait, c'est pour illustrer, vous parlez du problème de la compréhension des acteurs économiques, mais aussi des populations, qui sont représentées notamment par les parlements, d'un côté, et l'importance, avec l'exemple du tour Biden-Trump, de ce mouvement de population dit de col bleu. En même temps, vous nous avez évoqué que des deux côtés de l'Atlantique, les banques centrales étaient absolument sûres d'un nouvel état de l'économie, avant qu'on ait le rebond de l'inflation qu'on connaît aujourd'hui, de nouveaux paradigmes. Chose
Aussi parce qu'il y a beaucoup de questions et donc voilà, si on peut être. Je finis donc. Merci. Chose face à quoi vous êtes inscrit en faux. Moi, j'aimerais comprendre comment est-ce qu'il est possible que, si vous n'étiez pas d'accord, vous, à titre personnel, au même titre que d'autres économistes qui sont reconnus comme tels, il y ait une telle homogénéité des banques centrales, des politiques des banques centrales. D'abord, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a une telle homogénéité. Si vous regardez de près ce que fait la Banque du Japon, ce que fait la Banque centrale américaine et ce que fait la Banque centrale européenne, j'ai déjà énoncé des différences et j'ai même vu des raisons possibles pour expliquer ces différences. Ce qui est sûr, et j'ai beaucoup insisté là-dessus, il y a, depuis Lehman Brothers, un élément fondamental dans l'économie internationale, les grandes monnaies convertibles, celles qui sont, en tout cas les grandes monnaies convertibles des pays avancés, celles qui sont dans les droits de tirage le panier des droits de tirage spéciaux, ont la même définition de la stabilité des prix. Mais bien entendu, elles ne prennent pas les mêmes décisions. Certaines peuvent très très bien augmenter de manière différente les taux d'intérêt, pratiquer de manière différente le quantitative easing, peuvent baisser les taux quand d'autres haussent leurs taux. C'est comme des navires, si vous voulez, qui vont vers la Guadeloupe, si je ne m'abuse. Bon, ils savent quel est le point d'arrivée. C'est 2% dans une perspective de moyen terme, ce qui veut dire 2% en moyenne à long terme. Mais elles ne font pas face, dans leur propre environnement national, aux mêmes tempêtes, aux mêmes zones de calme plat, aux mêmes endroits où il y a des turbulences très fortes. Donc, je n'insiste pas plus. Même objectif, les décisions doivent être prises en fonction de ces objectifs. Elles doivent être prises par des banques centrales indépendantes. On ne conteste pas l'indépendance des banques centrales, me semble-t-il, maintenant, dans le monde, en tout cas certainement ni aux États-Unis ni en Europe, et la Banque centrale américaine et la Banque centrale européenne ont pu démontrer que leurs décisions prises récemment étaient prises en toute indépendance, je crois qu'on peut le dire. Alors, toujours dans l'ordre des demandes, Marie Viennot, France Culture, et après on ira de l'autre côté. Il y avait des questions aussi là-bas. Oui. Concision, comme à la radio. Merci. Très bien. Bonjour, merci pour cette intervention. J'avais deux questions. La première, c'est que vous dites que le retard à réagir, en fait, notamment en Europe, c'est... il y a différents facteurs, mais vous n'avez pas évoqué ce qui a beaucoup été dans le débat, que finalement, que pouvait faire une banque centrale avec ses taux directeurs pour en fait contrer une inflation importée qui était liée à l'augmentation des prix de l'énergie. Et même encore aujourd'hui, on entend cet argument pour dire il faut que la BCE arrête, parce qu'en fait, ce qu'elle fait, ça ne sert à rien à part casser la croissance, et elle n'arrive pas à jouer réellement sur les prix de l'énergie. C'est pas son boulot à elle. Donc, que répondez-vous à cela ? Et l'autre question que je voulais vous poser, c'était sur quand vous parlez cette idée de stabilité des prix à 2%, considérer que la stabilité c'est 2%. Je conçois tout à fait les questions économiques qu'il y a derrière, etc. Mais finalement, cet argument a été beaucoup utilisé, notamment pour ne pas augmenter les salaires de tout un tas de personnes, et notamment, je pense aux fonctionnaires qui ont vu leur indice, en fait, l'indice de leur salaire bloqué pendant quasiment une décennie, puisqu'il y avait une stabilité des prix. Les mots sont importants, alors qu'en fait, il y avait quand même une inflation de 2%. Et aujourd'hui, il y a plein de métiers dans la fonction publique qui ne trouvent plus preneur. Est-ce que vous ne trouvez pas que de parler de stabilité quand, en fait, en réalité, ça augmente de 2%, c'est un problème? Alors, première question. Je croyais avoir évoqué à au moins 3 reprises dans le cours de mon exposé qu'effectivement, le problème se pose de savoir comment on assure la balance lorsqu'on est un responsable, pas simplement d'ailleurs dans les banques centrales, entre les aspects inflationnistes et les aspects récessifs de hausse des prix du type de celles auxquelles nous avons à faire face. Donc je ne vais pas revenir là-dessus parce que je crois l'avoir évoqué à plusieurs reprises. Je vous ai déjà dit que si l'on raisonnait en se disant la récession travaille pour nous, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit, on était probablement dans la plus mauvaise réponse possible qu'on a pu testé, si je puis dire, dans le passé, et qui conduit à faire en sorte que l'inflation s'ancre, augmente, s'accélère, et qu'ensuite, alors, il faille faire bien pire, c'est-à-dire augmenter beaucoup plus massivement la dureté de la politique monétaire
et provoquer, le cas échéant, une récession beaucoup plus importante et, le cas échéant, une crise financière. Donc je ne reviens pas là-dessus. J'ai dit tout ça, j'ai une très forte conviction qui est partagée, comme vous le voyez, par les banques centrales en ce moment. Alors, 2%. Pourquoi 2%? Je m'attendais à ce que vous posiez la question, mais pourquoi 2%? Alors, pourquoi 2%? Au total, comme je l'ai dit, c'est une convergence spontanée des diverses banques centrales. L'idée selon laquelle la stabilité des prix, ça pourrait être 0%. Je ne sais pas si vous êtes en faveur de 0% comme stabilité des prix. Alors là, pour le coup, on prend un risque qui est celui de la matérialisation possible du risque de déflation, si vous êtes beaucoup trop près de 0%. Et donc, les économistes disent non, pas tout près de 0%. Alors, est-ce que 3% ou 4% ne serait pas mieux que 2%? Vous avez eu des économistes éminents qui ont dit 4% serait quand même beaucoup mieux. Ils n'ont pas été suivis parce que si vous donnez le sentiment que vous pouvez monter très haut en ce qui concerne votre définition de l'inflation, alors il y a des phénomènes d'accélération inflationniste qui se manifestent et qui se terminent toujours par le pire pour les plus démunis et les plus défavorisés d'entre nous, et le pire, évidemment, du point de vue de l'économie réelle et de la crise financière. Et c'est la raison pour laquelle il a été considéré, à tort ou à raison, ce n'est pas une équation qui a dit 2%, c'est ce qu'il faut, c'est le jugement porté par l'ensemble des banques centrales, récemment, comme je vous l'ai dit, à la suite de l'expérience de Lehman Brothers. Alors, vous posez un autre problème qui est celui de savoir comment l'État récompense ces agents qui n'a évidemment rien à voir a priori avec ce que j'ai dit. Là, on est en présence d'autres éléments qui ne sont pas du ressort, évidemment, de la Banque centrale, sont du ressort des pouvoirs publics, de la démocratie politique, des décisions qui sont prises par les parlements, les gouvernements, et aussi du bon sens, dans certains cas, et du fonctionnement, disons, d'une économie de marché, si je me place dans une perspective d'optimisation de l'ensemble des ressources rares. J'arrête là. Merci beaucoup, madame, de votre question. Alors, il nous reste une dizaine de minutes et plusieurs questions. Paul Alibert, directeur de l'Institut de l'entreprise. Merci, monsieur le président Trichet, pour vos propos. Vous avez évoqué plusieurs changements structurels qui poussent à l'inflation, finalement. Comment est, d'après vous, la déglobalisation que vous décrivez et que vous pensez s'ancrer dans la durée, probablement, peut conduire à une baisse des prix, ou en tout cas à une limitation à 2% de leur croissance, alors qu'on voit qu'aujourd'hui, ça pousse à l'augmentation des prix. De la même manière, sur la transition verte, si on doit produire plus propre et donc sans doute plus cher, je pense qu'il y a certains ici qui pourraient confirmer cette probabilité, comment est-ce que ça peut conduire à une limitation de la hausse de ces prix, que ce soit pour l'automobile ou pour plein d'autres choses, à 2%. Et la même chose, d'ailleurs, s'applique sur la question de la souveraineté. Comment est-ce qu'on renforce notre souveraineté? Vous avez parlé du fait qu'on s'inquiétait aujourd'hui dans la reconstruction des chaînes de valeur de ne pas avoir la main sur un certain nombre de productions, notamment industrielles, quand on ne produit pas en France ou en Europe aujourd'hui certains biens de base. Comment est-ce que ça peut permettre d'augmenter seulement de 2% les prix dans le moyen terme? Alors, nous avons été, j'ai connu moi-même une période où il y avait des poussées inflationnistes et l'absence de poussées inflationnistes. Et la Banque centrale, mon prédécesseur comme moi-même, avons fait ce que nous pensions devoir être fait pour maintenir, en effet, la stabilité des prix, ce que le traité demande, en l'occurrence à la Banque centrale européenne, même en période de poussée d'inflation. C'est un élément qui est absolument essentiel. Là, vous me dites, on sort d'une période dans laquelle il n'y avait pas de poussée inflationniste, mais parce qu'il n'y avait pas de poussée inflationniste, on avait des politiques monétaires ultra accommodantes qui combattaient précisément l'absence de poussée inflationniste. Si vous avez des poussées inflationnistes, eh bien, vous arrivez à une situation différente où la Banque centrale européenne doit combattre ces poussées inflationnistes. C'est ce que font des deux côtés de l'Atlantique les deux banques centrales. Je crois qu'elles ont raison. Je vous ai expliqué que c'était compliqué, qu'effectivement les banques centrales ne pilotent pas les prix du gaz et du pétrole, mais qu'elles ont une influence très importante sur l'ensemble des autres prix,
qu'elles sont là pour prévenir la matérialisation des effets de second tour, et c'est ça leur travail principal. Alors bien entendu, tout ce que j'ai énoncé me semble aller dans le sens que vous dites, c'est-à-dire nous sortons, il y a un point d'inflexion, nous sortons d'une période de faible poussée inflationniste, nous sommes dans une période de plus forte poussée inflationniste, mais la Banque centrale doit continuer à faire son travail. Et on ne peut pas être passif en se disant « Ah ben nous sommes dans une situation où déglobalisation numéro 1 et transition verte numéro 2 vont pousser les prix très très haut sans qu'on puisse les arrêter. » Et c'est là que ce qui est très important dans la situation présente, c'est que Jay Powell a dit lui-même, alors même que ce n'est pas lui qui a inventé les 2%, si je puis dire, notre objectif est de revenir aux 2% dans une perspective de moyen terme. Et il sait lui-même ce qu'il en est de ces poussées d'inflation. Donc j'appelle votre attention, on n'a pas à être passif devant l'inflation. On a un traité d'ailleurs qui dit « Ne soyez pas passifs, garantissez la stabilité des prix à l'ensemble de nos concitoyens ». Et je crois que c'est ce que veulent faire, fort heureusement, non seulement la Banque centrale européenne dont le traité dit ça, mais les autres banques centrales des pays avancés, compte tenu de ce que j'ai dit être la convergence de leurs objectifs. Monsieur, nous avons une question en ligne. Aude de Castet. Oui, une question d'une participante, Constance Lavergne-Pouillaude. Elle vous demande quel impact pensez-vous que les résultats des midterms américains auront sur les pressions inflationnistes aux États-Unis ? Je n'ai pas de sentiment particulier. Je ne sais même pas quels sont les résultats des élections de midterm pour la Chambre des représentants. Au Sénat, on sait ce qu'il en est. Ça ne change rien, sauf erreur de ma part. Et donc, non, je ne vois pas comment répondre à cette question. Sinon que l'inflation était considérée, au moment des élections, comme étant le problème numéro 1 par le peuple américain, le problème numéro 2 étant apparemment la question de l'avortement. Mais la question de l'inflation a été considérée comme la question la plus importante et la plus grave. Il reste 4 questions et moins de 10 minutes. Voilà. Merci pour votre concision. Madame avait demandé la parole d'abord et monsieur, on vient ensuite vers vous. Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. Je suis étudiante à l'INALCO, plus particulièrement en japonais. Et la question que je me posais concernait plutôt la Chine, parce que vous avez surtout évoqué l'Europe et la situation des États-Unis. Et justement, avec les récents événements, notamment l'effondrement de l'immobilier en Chine, le conflit avec Taïwan qui peut exploser à tout moment, est-ce que vous pensez, en soi, est-ce que ça pourrait ralentir le retour à une inflation stable, notamment avec le Japon ou même l'Europe ? Alors, d'abord, c'est un plaisir de me tourner de ce côté-là parce que je vous ai tourné le dos tout le temps et j'en ai été un peu marri. La Chine est évidemment un ensemble économique monumental, déjà ex aequo avec les États-Unis potentiellement, mais en transformation extrêmement rapide et profonde, à la fois économique et politique. Je ne me hasarde pas à faire de pronostics sur ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que potentiellement, j'ai déjà évoqué le fait que le renminbi était l'une des 5 monnaies qui sont dans les paniers des droits de tirage spéciaux, mais ce n'est pas encore une monnaie convertible. Je ne suis pas sûr que la politique poursuivie par le président Xi soit la même que celle qui avait été poursuivie au cours de très longues années, conduisant précisément à la libéralisation de l'économie et à la libre convertibilité du renminbi. Donc je crois que nous sommes en présence d'un phénomène de relatif, comment dirais-je, de relative concentration de la Chine sur elle-même, dont je dois dire, je reste moi-même très, très incertain. Donc je ne crois pas pouvoir répondre à votre question. Quant au Japon, lui, il participe au G7, le yen est évidemment dans les droits de tirage spéciaux, il a les mêmes objectifs, tout en ayant des problèmes très, très singuliers sur le plan notamment démographique. Mais n'oubliez jamais, le Japon, que l'on présente toujours souvent comme l'homme malade des pays avancés, en réalité
a un revenu par tête qui a augmenté à peu près au même rythme que celui des autres pays avancés. Donc ce n'est pas un homme malade, c'est un homme qui a des problèmes démographiques considérables, mais dont la croissance par tête est là et bien là. Monsieur, et après on se dirige vers nos étudiants de Newpolis. Et autre dernière question, nous irons au fond de la salle. Bonjour Monsieur le Président. Je voulais vous poser une question parce que moi je ne suis pas du tout du domaine financier et je vois depuis 2 ans qu'on dit la Turquie elle va tomber parce qu'il y a une inflation énorme, elles font des taux bas. Alors j'ai dit, moi je ne suis pas du tout du domaine financier, mais ça fait 2 ans que je vois en fait qu'on dit la Turquie elle va tomber, elle a un taux d'inflation énorme et puis je regarde dans la presse et puis je vois qu'elle ne tombe toujours pas. Alors je me disais, est-ce que qu'on est la nouvelle situation mondiale fait que les 2% qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'ils ne doivent pas être, peut-être évidemment pas 10%, mais est-ce que 2 ne doit pas être ramené à 4% aujourd'hui, puisqu'on voit qu'ils arrivent à s'adapter en fait en permanence, même si la population souffre en fait. Écoutez, je prends note de ce que vous dites. Je ne voudrais pas quand même que l'Europe de la zone euro soit dans la situation de la Turquie actuellement. Ça ne serait pas ni sage, ni raisonnable, ni apprécié par notre opinion publique. Le fait qu'on peut discuter de l'objectif de stabilité des prix, je ne le dément pas. Bien entendu, on peut et probablement on doit, au niveau académique, universitaire, discuter. Je vous ai dit que j'avais eu à faire face moi-même, très paradoxalement, dans une période où nous avons une crise financière extraordinairement grave, à des économistes renommés disant si on avait une inflation à 4%, ce serait mieux. Ce qui n'était pas très crédible aux yeux des banques centrales parce que cela aurait conduit évidemment à une hausse des taux d'intérêt de marché immédiate d'au moins 2% si les banques centrales elles-mêmes avaient dit vous devez vous préserver contre le risque d'inflation à 4% et pas simplement à 2%. Donc je n'insiste pas là-dessus, c'est des questions qui sont intéressantes, qui sont très discutées. Il y a pour le moment une conviction des principales banques centrales des pays avancés, suivie d'ailleurs par beaucoup d'autres banques centrales de pays avancés plus modestes, qui consiste à dire au total, considérant le pour et le contre, nous pensons que 2%, c'est ce qu'il faut que nous visions. Et je dois dire, dans une période de turbulence, dans une période d'inflation qui se manifeste, qui revient avec une certaine vengeance, si je puis dire, c'est encore plus important, évidemment, de réaffirmer l'ancrage des anticipations d'inflation, même si cela apparaît comme étant difficile dans ces périodes. 2 dernières questions en 5 minutes. Côté étudiant, nous vous écoutons. Bonjour Monsieur Trichet, merci beaucoup pour votre intervention qui était magnifiquement claire. Je suis étudiant et diplômé de Sciences Po et d'HEC. Je passe en ce moment les oraux de l'ENA, donc j'espère peut-être avoir des réponses à des questions qu'on me poserait au grand oral. J'ai 2 questions. D'abord, on entendait beaucoup, avant le retour de l'inflation, qu'en zone euro, les déséquilibres entre États membres pourraient être compensés par des différentiels d'inflation qui apporteraient une solution à moyen terme sur des déséquilibres de compétitivité. Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui diraient qu'on pourrait avoir l'occasion actuellement d'organiser ces différentiels d'inflation pour équilibrer la zone euro? Première question. Et la deuxième question? Deuxième question, rapidement. Vous avez dit que la BCE devrait raisonner indépendamment des politiques budgétaires des États membres. À cet égard, comment vous réagissez face à l'outil anti-fragmentation de la BCE qui semble lier d'une certaine manière la politique monétaire à la solvabilité des États membres de la zone euro? Merci beaucoup. Donc je vous retourne le dos parce que sinon je ne peux pas parler dans le micro. Alors, inflation nationale. Un instant rétrospectif. Lorsque nous avons eu la crise de Lehman Brothers, et auparavant d'ailleurs la crise des subprimes, c'était des crises américaines. Subprime, instrument financier américain, Lehman Brothers, banque d'investissement à New York. Et puis un certain temps après, on a vu apparaître une crise des risques souverains en Europe.
et notamment, dans un premier temps, la Grèce, l'Irlande, le Portugal, qui se sont retrouvés dans une situation très très difficile, car l'ensemble, disons, des épargnants nationaux, européens et mondiaux ne leur faisaient plus confiance. Et puis ensuite, ça c'était en 2010, ensuite en 2011, on a eu l'Italie et l'Espagne qui se sont retrouvés dans la même situation où le reste des épargnants, enfin les épargnants nationaux, européens et mondiaux ne leur faisaient pas confiance. Quand vous regardiez ce qui s'était passé depuis la création de l'euro, vous voyez qu'effectivement, il y avait eu des hausses, disons, d'inflation nationale, des hausses de coûts unitaires de production exprimés en euros, qui avaient été considérables dans ces pays et par rapport à la moyenne de la zone euro. Et donc, en effet, dans une zone à monnaie unique, votre compétitivité coût compte énormément. Si vous laissez déraper votre compétitivité coût, c'est-à-dire si en dernière analyse votre inflation nationale dérape par rapport à l'inflation moyenne de la zone, eh bien vous vous retrouvez dans une situation extraordinairement difficile. Donc, la première règle, certainement réaffirmée avec beaucoup de solennité depuis Lehman Brothers, depuis la crise des risques souverains, c'est faites très attention à votre niveau de compétitivité comparé à celui de la moyenne de la zone euro. C'est absolument essentiel. C'est d'ailleurs, si vous voulez, le retour à ce qui avait été fait pour arriver à faire l'euro. Pour arriver à faire l'euro, chacun des pays qui voulaient participer à l'euro faisait extrêmement attention à sa propre compétitivité. Nous en sommes un assez bon exemple parce que nous avons poursuivi pendant 17 ans en France une stratégie de désinflation compétitive à laquelle Jean-Marc Daniel avait fait allusion, qui nous a permis effectivement de faire l'euro dans des conditions incontestables, mais après avoir fait très attention effectivement à l'euro. Donc en ce moment, je dirais que nous sommes dans une période où normalement, je m'attends à ce que chacun des pays concernés fasse très attention. Il n'y a pas en ce moment de dérapage non contrôlé épouvantable du type de ceux auxquels j'ai eu à faire face moi-même. Je vous redonne quelques chiffres. Grèce, déficit de la balance des paiements courants, 15% du PIB, déficit budgétaire, 15% du PIB. Portugal, déficit de la balance des paiements courants, 10% du PIB, déficit budgétaire du même ordre de grandeur. Vous voyez, c'était de très grands déséquilibres qui, depuis, dans l'ensemble, ont été évidemment corrigés et qu'il faut éviter à tout prix de voir se reproduire. Alors, la seconde question était sur les politiques budgétaires. Je crois avoir déjà répondu au fait que, effectivement, la Banque centrale européenne n'a pas le contrôle des politiques budgétaires nationales. Il n'y a pas le contrôle de la politique budgétaire de l'ensemble de la zone euro, qui n'existe pas en tant que telle, même s'il y a eu des initiatives très importantes comme le Next Generation EU, que j'approuve personnellement, mais qui ne sont pas l'équivalent d'une politique budgétaire au niveau de l'ensemble de la zone euro. Autre question que vous avez posée, ce qu'on appelle, dans le jargon acronymique anglo-saxon TPI, je crois que, de la même manière, si vous voulez, que j'avais pu combattre moi-même des spéculations qui étaient, que nous avons estimé être indues, et on a utilisé un instrument qui s'appelle le Securities Market Programme, SMP à l'époque, qui nous a permis d'éviter un drame absolu. Mon successeur a ensuite remis en quelque sorte en selle le SMP qui avait été interrompu en l'appelant OMT, et l'OMT n'a pas eu besoin de servir. Il est toujours là, c'est-à-dire que si jamais il y avait des problèmes gravissimes dans la zone euro, il y a des instruments qui permettent d'empêcher la matérialisation de ces drames éventuels. Le TPI est à mi-chemin, si vous voulez, entre le comportement normal, spontané, d'un pays bien géré, et puis le déclenchement de l'OMT, qui est une sorte de prime d'assurance pour éviter, comme je le disais, une catastrophe. On va voir comment va fonctionner le TPI. Il a en tout cas
plutôt convaincus de son idée jusqu'à présent les marchés, en dépit de toutes les difficultés. Mais bien entendu, tout repose quand même essentiellement sur le fait que chacun, comme nous n'avons pas de gouvernement fédéral, nous n'avons pas de budget fédéral, nous n'avons pas de trésor fédéral qui émet les valeurs du trésor fédéral de l'Europe. Donc, il est essentiel que chacun des pays regarde sa propre crédibilité, regarde ce qu'il fait lui-même sur le plan de ses réformes structurelles, sur le plan de sa politique budgétaire, sachant qu'il a la chance d'appartenir à une zone endémique, mais il doit faire très attention, car en dernière analyse, les épargnants nationaux, européens et mondiaux jugent la qualité de la signature. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le gouverneur. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Merci à tous. Je ne voulais pas vous quitter sans prolonger cette brillante conférence en vous proposant la lecture du dernier numéro de Sociétal, dont on vient de parler. Je vous montre à nos amis qui nous suivent derrière leurs écrans. On retrouve notre cher conférencier dans un grand entretien. Nous retrouvons aussi dans ce numéro spécial sur le retour de l'inflation un éditorial inédit de notre ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, mais également des contributions remarquables d'économistes internationaux. Je pense notamment à Andy Frey, chef de file de la théorie monétaire moderne, ou chez nous, Mathieu Plard. Nous avons également le directeur général de l'INSEE, des chefs d'entreprise. J'en ai cité quelques-uns. Je vais m'arrêter là. Je vous recommande vivement la lecture de ce numéro où je partage la fierté d'élaboration avec Philippe Rédier, qui m'a accompagné dans son élaboration. Merci à toutes et à tous. Bonne continuation. Merci à tous et spécialement à notre président. Monsieur le ministre, une très bonne journée.